Allez, nous nous mettons en place pour cette seconde table ronde autour de la thématique intelligence artificielle entre promesses économiques et inquiétudes sociétales. Nos 4 invités de cette seconde table ronde sont déjà installés. Je vous les présente. Asma Mala, qui est géopolitologue de la tech et essayiste. Merci d'être avec nous, Asma. Benoît Jouffret, CTO de Thales Cyber et Digital. C'est l'entité du groupe Thales dédiée à la cybersécurité et à l'identité numérique. Et Eric Salobir, président de la Human Technology Foundation. Et Valérian Giez, cofondateur et directeur général de Candela. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Les usages de l'intelligence artificielle connaissent une expansion fulgurante. Alors au même titre que l'électricité ou Internet en leur temps, l'intelligence artificielle devrait favoriser l'essor du commerce mondial. C'est en tout cas la thèse défendue notamment par l'Organisation mondiale du commerce dans son dernier rapport annuel. L'IA, selon l'OMC, devrait augmenter de 10% le PIB mondial d'ici 15 ans. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a des réductions d'emplois importantes qui se produisent. Google, Amazon, par exemple, coupent massivement dans leurs effectifs. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, parle de 11% des services qui pourraient être automatisés et ça grimpe à 38% pour les métiers de bureau. Alors, entre promesses économiques, inquiétudes sociétales, où en est la révolution autour de l'intelligence artificielle et ses impacts en France et en Europe, et quelles opportunités encore de développement et avec quelle stratégie pour l'Union européenne? Voilà notre discussion pour cette seconde table ronde. Asma Mala, je vais commencer avec vous par un peu de géopolitique, puisque c'est le domaine sur lequel vous travaillez. Est-ce que les GAFAM aujourd'hui sont les nouveaux empires et est-ce que l'Europe est soluble dans ces nouveaux empires? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors j'entends des bruissements dans la salle, alors je ne sais pas si tout le monde est bien installé, assis, concentré. Exactement. C'est la prof. Est-ce qu'on pourrait faire silence? Non mais moi ça me perturbe. On démarre notre table ronde, merci. Donc tout le monde est bien installé? On va fermer les portes si c'est possible, ça permettra d'avoir un peu de silence. Est-ce qu'on peut fermer les portes? Merci, voilà. Je crois que tout le monde vous écoute, Asma, on peut y aller. Alors, sur la question des empires, merci beaucoup Perrine, vous parlez de GAFAM. En réalité, les géants technologiques ne sont pas simplement les GAFAM ou les GAMAM en réalité. Vous avez différentes, disons, pas générations, mais nature de méga corporations technologiques. Les plateformes qui en ont fait, ou les méta-plateformes qui sont devenues aujourd'hui des infrastructures, disons, technologiques, mais aussi cognitives, attentionnelles, que sont Alphabet, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, qui sont, disons, les premières générations de méta-plateformes et qui, d'ailleurs, d'un point de vue très politique ou idéologique, font d'abord, il me semble, en tout cas, du business, et puis allégeance à un peu n'importe qui ou à un peu n'importe quelle administration pour des enjeux, d'ailleurs, de business continuity, j'ai envie de dire. Et puis, vous avez une autre typologie de géants technologiques qui sont, eux, sur une hybridation géopolitique, économique et idéologique. Et là, vous allez retrouver la Galaxy X Corp de Elon Musk, mais aussi Palantir avec Peter Thiel, mais aussi des startups défense un peu plus niche, j'ai envie de dire, mais qui sont extrêmement structurantes, comme Anduril, etc. Nvidia aussi, sur la question des semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui des entités ou des goulots d'étranglement géostratégique en tant que tels. Et donc, la question des géants technologiques ou des big tech, comme on dit, n'est pas une question aujourd'hui économique, c'est aussi et d'abord une question géopolitique et politique parce que ce sont devenus des unités politiques et des acteurs qui sont capables de tenir un rapport de force, y compris à échelle, si vous voulez, souveraine, d'État à entreprise. Quand on voit aujourd'hui la rapidité de la militarisation et de la privatisation de l'espace, la question de la connectivité avec Neuralink, la question aussi des réseaux sociaux et de ce que doit être ou ne pas être la liberté d'expression au détriment des réglementations nationales ou communautaires, par exemple en Europe, on se rend compte aujourd'hui du rapport de force. Et par ailleurs, elles sont aujourd'hui dans des coopérations
assez d'ailleurs peu linéaires, qui peuvent être parfois très conflictuels, mais avec leur état natif. Ce que moi j'ai conceptualisé comme étant le big state. Le big state, comprenons-nous bien, c'est, et ce n'est rien d'autre d'ailleurs que ça, un état-puissance qui tient et qui tire sa puissance précisément, ou sa projection de puissance, depuis et par ses géants technologiques. Donc aujourd'hui, de big state, vous en avez deux dans le monde, États-Unis et Chine. Et donc, ce que j'essaye moi de construire, mais qui peut être parfaitement discuté, mais qui est en tout cas l'hypothèse que je pose dans le débat public, en tout cas, c'est que le XXIe siècle se construit aujourd'hui autour de nouvelles formes de pouvoir et de puissance, pouvoir n'étant pas puissance d'ailleurs, et je tiens à la distinction de Raymond Aron. Mais la nouvelle forme aujourd'hui de pouvoir et de puissance, c'est une nouvelle figure politique à deux têtes, Big Tech d'un côté, Big State, avec des coopérations et des alliances au service de la puissance supérieure, donc de leur État. Et donc se pose en creux forcément la question des enjeux de souveraineté ou d'autonomie ou de même d'existence ou d'indépendance, en gros du reste du monde. Mais le reste du monde, là encore, n'est pas forcément linéaire. Le reste du monde, c'est notamment l'Europe. C'est l'Europe, mais c'est aussi l'Afrique, mais c'est aussi les puissances régionales, etc. Et donc, c'est un peu ça qui est en train de se jouer avec les deux big states, États-Unis et Chine, qui jouent leur rivalité géostratégique autour notamment de la question technologique. Ça, c'est une nouvelle guerre froide, en fait, entre les Chinois et les Américains sur fond de l'intelligence artificielle. Non, parce que la limite de la guerre froide... Alors déjà, tous les parallèles historiques ont très vite leurs limites. Je sais c'est un peu le truc rapide, donc on va calquer. Alors ça c'est Venise, ça c'est la guerre froide, ça c'est ma grand-mère. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais très vite, en fait, il y a aussi quelque chose qui est un peu inédit dans ce qui est en train de se passer. Et ce qui est inédit, je le crois, et moi je serais très heureuse ensuite de discuter avec aussi mes co-débattants, mais c'est... Pour moi, ce qui est nouveau, c'est pas l'IA, d'ailleurs posé comme ça, comme un concept un peu creux. C'est pas les réseaux sociaux, idem, sans les qualifier davantage. Pour moi, je crois la principale nouveauté dans notre époque, c'est cette figure politique à deux têtes, big tech, big state, qui pose toutes les questions plus tard de qu'est-ce qu'on fait de l'IA, qu'est-ce qu'on fait des réseaux sociaux, est-ce qu'on met la limite ou pas, etc. Donc ce sont des questions qui sont des conséquences, il me semble en tout cas, de cette nouvelle structuration du pouvoir. Et vous disiez l'empire. Donc la rivalité géostratégique aujourd'hui se joue entre États-Unis et Chine autour notamment de la question des IA et en particulier des IA à usage militaire. Pas parce que l'IA c'est génial, mais parce que en fait aujourd'hui la principale course c'est d'abord une course contre la vitesse. C'est la mise en données du monde, la mise en données des champs de bataille, la mise en données industrielles, etc., fait que vous avez absolument besoin de systèmes qui sont capables de concaténer, consolider, comprendre l'information en temps réel et de la transformer très vite en information stratégique. On le voit aujourd'hui sur les terrains de guerre qu'on a ouverts, Gaza, l'Ukraine, etc. Donc c'est très intéressant. Donc c'est ça aussi qui est en train de se jouer avec des sous-champs sur la discussion sur les armes autonomes, qu'est-ce qu'on en fait, quelles limites. Aujourd'hui, on a un statu quo qui est savamment d'ailleurs organisé pour que la discussion globale n'avance pas beaucoup, d'où Andouril que j'évoquais tout à l'heure, etc. Donc c'est ça qui se joue avec une question relativement simple derrière, qui n'est pas du tout un truc de grand philosophe, mais qui est basique, qui est de savoir qui façonnera le prochain ordre mondial. Donc aujourd'hui, dans les starting blocks, c'est États-Unis et Chine qui se disputent cette rivalité, d'où la question de l'IA et technologique en général pour un enjeu de suprématie et de rapidité, de vitesse. La question des empires, et pour terminer ma réponse, je ne la qualifie pas du tout autour de l'extension territoriale. Ce qu'a fait Trump en arrivant sur le Groenland, l'Ukraine, etc., ça c'est de la géopolitique réelle, mais à la papa, quoi. C'est un peu old school. Bien que opérant et qui mérite une véritable analyse, mais sur mon champ à moi, la prochaine frontière, elle est d'abord biologique, cognitive, c'est les implants cérébraux. Donc c'est une nouvelle frontière qui risque d'être abolie assez vite. Et puis ensuite, à plus long terme, ce sont les frontières aujourd'hui galactiques. Donc c'est la Lune, Mars et ce qui est en train de se passer en termes de récits et de structuration de récits, d'ailleurs qui est directement importé des régimes de science-fiction. Donc en fait, la nouvelle nature d'empire au XXIe siècle seront des empires cognitifs, mais à comprendre toujours dans cette
enchevêtrement public-privé, souveraineté publique et hélas, je suis bien obligée de le dire, souveraineté privée, avec toute la question des contre-pouvoirs et de la gouvernance possible, sur lesquels aujourd'hui on a des idéologues type Peter Thiel ou Musk qui font tout pour qu'il n'y ait aucune régulation, réglementation de ce point de vue-là. Dans ce contexte que vous décrivez, quelle place pour l'Europe, dans cette jonction entre politique et technologie, dans tout ce que vous venez de décrire, quelle place pour l'Europe selon vous? La place Comment pour vous l'Europe, voyez les choses? oui, elle est compliquée parce que l'Europe, elle ne s'est pas construite comme puissance. Elle appose un discours sur la puissance, mais elle n'a pas construit une Europe puissance et encore moins une Europe défense. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, mais c'est très important de le dire, c'est comme sur la question de la souveraineté, ce sont devenus des éléments de langage, ce sont des discours sûrs, mais aujourd'hui, c'est encore très embryonnaire, difficile, lent. On a du mal à embrayer pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que d'une part, historiquement, l'Europe ne s'est pas construite pour ça. On n'a pas construit d'Europe politique. On a d'abord construit une Europe, disons, qui fluidifiait les marchés. Avec cette vieille idée de dire le commerce adoucit les mœurs. On sortait quand même de la Seconde Guerre mondiale. Donc on s'est construit d'abord pour ne pas s'en mettre plein la gueule. En gros, et je vous la fais courte. Parce que c'est un continent qui est, qui a des velléités fratricides régulières. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne s'est pas construit comme ça. Et puis par ailleurs, on a loupé un certain nombre de virages technologiques parce que on a cru quand même à l'histoire de la mondialisation heureuse, etc. Donc ce faisant, on a loupé quelques tournants et quelques virages. Ce n'est pas une fatalité du tout. Notamment, est-ce qu'on a loupé le tournant, le virage, l'enjeu stratégique de l'intelligence artificielle? Mais pas que. On s'est désindustrialisé de façon massive. Donc aujourd'hui, on a énormément. On arrive tout juste à embrayer ou à empêcher la chute ou disons continue de se désindustrialiser, mais on n'arrive toujours pas à se réindustrialiser, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus massif que simplement la question technique. C'est-à-dire qu'on a vraiment cru que au sud, on allait donner le bas de la chaîne, le hardware, etc. Et puis nous, on allait garder les services et les cols blancs. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont potentiellement disruptables. Et qu'aujourd'hui, sur la chaîne de valeur stratégique des intelligences artificielles, la valeur se fait sur le hard. Donc c'est aussi ça qui est en train de se jouer en termes de revirement, de création de valeur, on va dire. Et puis par ailleurs, sur la question des talents, puisque c'est là-dessus qu'on se distingue, le problème, c'est qu'aujourd'hui, même les talents sont au cœur de la rivalité géostratégique et devient aussi une bataille géopolitique. Donc la question de l'attractivité, de la recherche fondamentale, des allers-retours entre public et privé, etc. Là encore, on a des chantiers assez énormes à affronter avec sérieux, disons. Donc ce ne sont pas des discours sur les talents, ce ne sont pas des discours sur les projets publics-privés, il va falloir à un moment donné qu'on embraye très sérieusement. Donc sur la question de l'Europe et de sa place prise en tenaille, disons que pour faire court et pour essayer de chuter, mais on m'avait dit que j'avais droit à 15 minutes parce que j'entends Eric ricaner à côté de moi. Non, je laisse effectivement Asma faire l'introduction sur le contexte géopolitique et puis après on va tout développer autour de l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas. Mais il me perturbe. Mais du coup, qu'est-ce que je disais, Eric ? Non, sur l'Europe. Pour essayer de vous problématiser les choses, un peu les deux chemins qu'on aurait à disposition. Soit on se dit, il y a un vrai sujet sur la puissance. Et une fois qu'on a posé le discours sur la puissance, on s'y met sérieusement, mais avec une question politique majeure, la puissance, pourquoi faire ? Pas la puissance pour la puissance. La puissance, c'est Pierre Asnard qui le disait, grand historien des relations internationales, mais il disait la puissance est toujours relative. Elle est toujours vis-à-vis d'un autre ou d'une autre, donc d'un compétiteur, d'une force. Donc c'est la question de la puissance, pourquoi faire ? Et par ailleurs, à 27, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué parce qu'on a des acceptions de la souveraineté, de la démocratie, de la relation transatlantique qui sont très variables. C'est des gradations très variables. Si vous demandez à un Français, à un Allemand, à un Polonais, à un Hongrois et à un Italien, vous n'aurez pas, ou un Suédois, vous n'aurez pas la même réponse. Donc, il va falloir aussi qu'on apprenne à être un peu plus agile au sein de ce qu'on appelle l'UE, d'une part. Et ensuite, le deuxième chemin, c'est de se dire, c'est peut-être pas la puissance, le chemin, mais c'est en fait, puisqu'on parle de vassalisation et de colonie, alors moi venant d'une ancienne colonie française, un protectorat en tout cas, c'est peut-être d'adopter une posture des non-alignés. Et là, ça suppose d'avoir un discours diplomatique
très alternatif, avec l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Afrique, etc. Le Canada, je crois que toi, peut-être tu en parleras, mais donc ça suppose du coup une autre diplomatie pour une autre industrie, sans se jauger au regard de critères de puissance, mais de critères de non-alignement. Et ça, c'est possible, parce que dans l'histoire, on l'a fait. Sauf qu'il y a une ironie de l'histoire, c'est que tout d'un coup, le colonisateur doit, historique, doit aujourd'hui récupérer les astuces de ces anciennes colonies. Merci beaucoup Asma pour cette introduction. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Benoît Jouffret, on va voir avec vous où on est la révolution intelligence artificielle, puisque Thales est entreprise fournisseur d'IA et utilisatrice d'IA. Vous dites que pour vous et pour nous tous, ce serait suicidaire évidemment de ne pas monter dans le train technologique de l'IA. Alors je voudrais d'abord resituer la définition qu'on donne à l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui n'est pas récent. Vous savez que ça vient d'un terme employé en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, et en fait on fait de l'IA depuis très longtemps. Alors l'IA aujourd'hui, on met derrière ce terme essentiellement ce qu'on appelle les modèles massifs de langage, les LLM. Et en fait, on fait de l'IA par exemple, non pas à base de données, mais à base de connaissances. Donc c'est par exemple tout ce qui est système expert, etc., qui sont encore largement utilisés aujourd'hui et qui ont certains avantages en matière de frugalité, en matière de déterminisme. C'est-à-dire que si vous faites de l'IA de la connaissance, qui consiste en fait à faire un arbre de décision qui résume tout ce que vous savez sur un sujet donné, ça vous permet de comprendre pourquoi vous arrivez à une décision sur le modèle d'IA. De l'autre côté, vous avez l'IA des données. Alors l'IA des données, ça a commencé par le machine learning, on en fait aussi depuis très longtemps. Par exemple, dans le domaine de la biométrie, quand vous passez une porte dans un aéroport, eh bien, il vient reconnaître extraire en fait les données biométriques de votre visage, s'assurer qu'elles sont bien réelles et qu'elles correspondent à ce que vous avez dans votre passeport. Pour ça, on utilise en fait des réseaux de neurones du type machine learning. Alors, la troisième vague, en fait, c'est celle dont on parle et c'est celle sur laquelle on travaille également. On va y travailler non seulement en tant qu'utilisateur, mais avec une spécificité sur laquelle peut-être on aura l'occasion de revenir, qui est le lien entre cybersécurité et intelligence artificielle. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette vague-là, mais je dirais on a une spécificité qui est le travail en fait qu'on fait autour de ce lien-là, soit pour s'assurer que nos produits qui sont aujourd'hui sur le marché puissent être résistants à des attaques qui viennent de l'intelligence artificielle, soit pour s'assurer que les produits qu'on met à disposition de nos clients sont augmentés avec des capacités qui sont à base d'intelligence artificielle, soit intrinsèquement pour protéger les utilisateurs de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il y a tout un tas de nouvelles menaces qui apparaissent autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc ça, c'est un sujet fondamental, parce que ça a trait à évidemment notre souveraineté. Ça permet notamment de garantir le maintien de notre démocratie, c'est ça ? Tout à fait. Alors, je dirais c'est un sujet qui est assez fondamental parce qu'il touche, finalement, si je devais dire, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais il y a 3 points qui, pour moi, peuvent être un obstacle au déploiement de l'intelligence artificielle. Le premier tourne au débat qu'on a là, c'est-à-dire à l'impact sur l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a là une révolution qui, fondamentalement, nous interroge sur qu'est-ce que l'humain ? Et je trouve ça très intéressant. Le deuxième point, en fait, tourne autour de, finalement, peut-être, qu'est-ce que la vérité ? Alors, je ne fais pas des réflexions philosophiques, je dis juste, en fait, qu'en matière de cybersécurité, il y a derrière ça les deepfakes, il y a derrière ça le fait de s'assurer que eh bien, ce qu'on a devant nous est bien réel. Je vous disais tout à l'heure comment s'assurer que, par exemple, quand vous franchissez une porte d'un aéroport, eh bien, c'est bien vous, c'est pas ce qu'on appelle une injection attack qui a lieu. C'est ce que je dirais le rapport à la vérité. Et le troisième point, c'est le rapport à la nature. Donc l'impact en fait de l'IA sur la nature, qui pour moi est souvent méconnu. On peut avoir l'impression que c'est une espèce de prêchi-prêcha, vous savez, qui est plus très à la mode, mais je vous assure que c'est un des obstacles majeurs et que si on n'en tient pas compte, on aura un problème.
Oui, on va développer tout à l'heure effectivement l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle. Mais pour parler peut-être d'abord de l'humain, tout simplement, avec vous, Eric Salobir, avec l'essor de l'intelligence artificielle, on voit bien que le marché de l'emploi est déjà bouleversé, qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés et qui ont déjà été supprimés par de grandes entreprises aux États-Unis ou même en Europe. Et cette tendance risque de s'intensifier. Est-ce que c'est une phase, selon vous, de transition ou est-ce que c'est une menace durable? Bonjour à tous et à toutes. En fait, moi, je dirais que j'emploierais pas le terme de menace parce que ça donne l'impression justement que c'est assez négatif, alors que je suis persuadé que l'adoption massive de cette technologie est nécessaire pour maintenir la compétitivité d'un continent dont on a dit déjà ce matin que malheureusement il décrochait et dont Asma vient effectivement de nous rappeler qu'il n'est pas propriétaire des technologies qui sont en train de structurer l'ensemble de son économie et toute une partie de sa société. Et moi je suis assez d'accord avec Asma sur ce point. Pour moi, quand je dis que c'est un sujet politique, c'est surtout que, la question c'est quel type de société voulons-nous ? Et effectivement, la composante du travail, à la fois de la répartition des revenus, donc de la répartition des richesses et de la contribution des uns et des autres, de la valorisation et puis du lien social que crée le travail. Parce que le travail, c'est pas seulement faire quelque chose contre une rétribution, c'est beaucoup plus large que ça. Ça, c'est effectivement largement remis en cause. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de points qu'on peut dire, effectivement. On sait que le marché du travail en ce moment est bouleversé. Alors quand on voit les vagues massives de licenciements chez Amazon par exemple ou chez des grands de la tech, il s'agit de réduire l'OPEX pour avoir du cash pour augmenter le CAPEX. Donc en gros, ils achètent des GPU. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une conséquence du déploiement de l'intelligence artificielle. Chez d'autres qui sont des utilisateurs massifs, c'est parce que cette intelligence artificielle, elle commence déjà à remplacer des humains, mais c'est pas le même type de licenciement déjà. Donc, il faut regarder un peu la façon dont ça fonctionne. Moi, je pense quand même que effectivement, la question fondamentale du travail va se trouver mise au défi. Ça, c'est évident. Je ne pense pas, moi je fais partie de ceux qui considèrent que le travail ou la façon pour chacun d'entre nous d'avoir la possibilité de contribuer à un projet de société, c'est capital pour le vivre ensemble et pour la société. Moi je ne crois pas du tout à un revenu universel qui ferait que tout le monde se dorerait la pilule dans une société, un peu vous savez comme dans Wall-E, ce film d'animation où les humains sont sur un vaisseau puis tout le monde glandouille doucement en faisant à peu près la même chose. Moi ça je pense que cette société-là ne tient pas 10 secondes. Mais est-ce que c'est un défi particulièrement important, notamment pour la jeune génération, la fameuse génération Z qui rentre actuellement sur le marché du travail et qui peut peut-être être plus vulnérable? Alors c'est un défi important pour la jeune génération pour 3 raisons. Le premier, c'est que c'est la génération qui est la plus facilement remplaçable. On le voit dans tous les métiers du knowledge management, que ce soit le conseil, le droit, la comptabilité et plein d'autres. On peut se passer des juniors, on peut automatiser beaucoup de choses, avec la difficulté qui est comment est-ce qu'on va faire monter des seniors, comment est-ce qu'on va former des seniors s'ils ne sont pas déjà passés par la case junior. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on voit, et ça c'est assez largement documenté, que chez les 18-25 ans, le premier usage de l'IA, qui je pense pour la plupart d'entre vous, comme pour moi, est quand même plutôt un outil, c'est compagnonnage et support émotionnel. Le deuxième, c'est le purpose, c'est quel est le sens de ma vie. Et le troisième, je crois, c'est comment est-ce que j'organise mon existence. Donc en fait, l'IA est pour cette génération un interlocuteur avant d'être un outil. Et là, effectivement, quand ils vont arriver dans le monde de l'entreprise avec tout ce que on a structuré, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Et puis peut-être le troisième point, c'est que on voit que la durée de vie des compétences qu'ils sont en train d'acquérir ou qui viennent d'acquérir à l'université ou en école de commerce ou d'ingénieur, elle a une durée de vie beaucoup plus faible. Avant, on disait une compétence, on pourrait l'avoir pour 20-30 ans. Maintenant, on dit en moyenne, c'est 2 ans. Et nous, ça peut nous paraître très fun, mais enfin se dire, tu vas devoir changer de job ou te réadapter ou te reformer tous les 2 ans, au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu anxiogène. C'est une espèce de, on va dire, de précarité de l'employabilité. C'est vrai que Benoît Jouffret, il y a une question effectivement de formation en interne dans les entreprises qui est très importante. Oui, alors je vais un petit peu nuancer parce qu'en fait, ce qu'on voit avec l'arrivée de l'utilisation d'outils à base de modèles massifs de langage sur le développement logiciel, c'est en fait la nécessité d'avoir des compétences spécifiques. C'est-à-dire que
par exemple, quand vous êtes un développeur logiciel, vous codez, etc., peut-être qu'effectivement, le fait de savoir coder en C, en Python, etc., sera plus demain aussi déterminant que ça ne l'est aujourd'hui. En revanche, vous allez devoir acquérir d'autres compétences, par exemple en matière d'architecture. On a tous l'expérience de la problématique d'une question qui est posée à un modèle massif de langage. Quand vous lui posez une question, alors là vous êtes à 100% sûr de gagner, il vous donne une réponse. C'est le paradigme en fait des modèles massifs de langage. Vous posez une question, vous avez toujours une réponse. Alors la problématique, c'est est-ce que la réponse est bonne? Et bien en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple, quand vous êtes dans le monde du codage, pour s'assurer que la réponse soit pertinente, il faut énormément d'expérience. C'est-à-dire il faut être capable de le diriger, il faut être capable de lui dire, écoute, voilà, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu utilises tel type de technologie, etc. Donc on voit effectivement sur certains métiers une évolution en fait des compétences requises. Et un deuxième point que je voudrais ajouter, c'est que un des enjeux qu'on a au niveau de l'entreprise, c'est que l'IA ne soit pas un sujet de fracture numérique. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient laissés pour compte. C'est-à-dire en fait, qu'il y ait des pans entiers de la société qui se sentent maintenant complètement abandonnés parce qu'ils n'ont pas accès à ces outils. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail d'acculturation à faire en interne pour s'assurer que, encore une fois, on ne laisse personne sur le carreau avec l'arrivée de ce type d'outils. Éric Salobir. Alors oui, si je peux rebondir, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Benoît sur l'importance de l'expérience. La question c'est justement de savoir, et c'est une question, pour moi c'est pas une menace, c'est de savoir comment on organise les entreprises pour que cette expérience puisse être acquise par une jeune génération qui va pas forcément passer par les chemins qu'empruntait la jeune génération précédente. Pour moi, c'est l'un des défis. Après, voilà, je pense que la remise en cause du statu quo, elle peut avoir beaucoup de dimensions très positives. On voit que ça, il y a des business models parce qu'il y a l'humain et puis il y a l'entreprise qui l'emploie et on voit que les business models de ces entreprises, pour certains, vont être complètement remis en cause. Récemment, je discutais avec un cabinet de conseil qui fait beaucoup de due diligence pour des acquisitions de sociétés. Une due diligence, avant, ça mettait 4 semaines. Maintenant, ça se fait en 1 semaine. Et la grande question des partenaires, c'était, mais les clients vont jamais accepter de payer le même montant pour 1 semaine alors que ça prend... Et est-ce que l'IA est déjà créatrice de richesse au sein des entreprises en termes de gains de productivité? Là, typiquement, dans cet exemple-là, elle est créatrice de richesse ou plutôt de valeur parce que, en fait, une due diligence en 1 semaine, ça vous permet de vous positionner beaucoup plus vite. Donc, en fait, c'est comme une livraison express, ça a plus de valeur. Mais paradoxalement, le client n'est pas prêt à le payer plus cher. Il est même prêt à le payer moins cher. D'où la nécessité de réorganiser complètement les business models. Et est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'IA va favoriser l'essor du commerce mondial? Alors, l'essor du commerce mondial, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que, comme l'arrivée du protocole HTTP, dans un premier temps, ça nous permet de faire les mêmes choses plus vite. C'est ce qu'on a déjà fait. Ça nous permet de faire les mêmes choses un peu différemment. Ce qu'il faut déjà regarder, c'est la façon dont ça va nous permettre de faire des nouvelles choses, la façon dont vont émerger des nouveaux business. Et ça, je pense que c'est ça qui va faire toute la différence. Alors l'intelligence artificielle ne se développera pas sans une nouvelle génération d'ordinateurs, d'où la révolution quantique. Valérie Angiez, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur général de Candela. Je rappelle, c'est une start-up française leader européen du calcul quantique. Et vous avez développé cette nouvelle génération d'ordinateurs. Expliquez-nous déjà, peut-être pour simplifier, pour expliquer à tout le monde, en quoi c'est une révolution. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais et un point a été abordé un petit peu rapidement de loin, c'est l'accès à la technologie. Et sur quoi tourne l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler des puces semi-conducteurs fabriquées par Nvidia, qui est maintenant un grand acteur central dans tout l'écosystème de l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'ils ont un leadership sur la fabrication des cartes GPU, qui est en fait rien de plus qu'un des composants semi-conducteurs qui permettent de manipuler très rapidement des grandes matrices, c'est-à-dire des tableaux de chiffres. En fait, pourquoi Nvidia? Parce qu'il y a 20 ans, ils ont décidé d'ouvrir la programmation de leurs composants aux chercheurs, qu'ensuite ça a donné lieu à pas mal de développement sur les réseaux de neurones, LLM, et finalement toute la vague là qu'on a vu arriver avec le Gen AI depuis le début de la décennie. Alors maintenant, je peux déjà vous dire, la prochaine étape, ça va être le calcul quantique. Nous sommes déjà au niveau académique en train de regarder comment des processeurs quantiques
Donc là, on n'est plus dans les tableaux de grand nombre, on est plutôt dans le calcul en manipulant des particules quantiques, en manipulant des propriétés assez nouvelles d'un point de vue humain, d'un point de vue conceptuel, c'est principalement le fait que des particules peuvent être superposées, intriquées les unes aux autres. Ça confère en fait des capacités de calcul assez nouvelles et notamment très puissantes. Et on va notamment aujourd'hui essayer d'intégrer cette nouvelle puissance de calcul, qui va être une puissance exponentielle par rapport à ce qu'on a actuellement, au modèle d'intelligence artificielle qu'on a actuellement. Alors, effectivement, ça attire de nombreux grands acteurs, Nvidia pour les citer, d'autres acteurs, mais ça va aussi entraîner une nouvelle révolution technologique qui va venir encore donner une phase de propulsion à l'intelligence artificielle telle qu'on est en train de la vivre actuellement. C'est-à-dire que demain, ça va encore, on va passer la seconde avec l'arrivée de l'ordinateur quantique dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça tourne sur LLM parce que on a énormément de données, tout ce qui est textuel, tout ce qui est lié à la parole, aux écrits. En fait, c'était très facile d'apprendre les modèles. Demain, le couplage avec le quantique va permettre en fait de transposer cette révolution avec tous les domaines d'industrie où il y a très peu de données qu'on ne peut pas utiliser actuellement. Je vais prendre le domaine de la santé. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques trucs d'intelligence artificielle avec notre santé personnalisée, mais demain, tout le modèle de la santé va être révolutionné parce que on va vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans la façon dont on va se guérir, on va prévenir nos maladies et on va aussi créer des médicaments. Et puis le sujet aussi qui va être important, je pense que c'est au cœur de la journée, c'est dans les modèles de finance et de paiement. L'application du quantique au secteur des paiements. Ça va être également un grand sujet. Nous, on travaille déjà avec un grand nombre de banques pour les aider à faire du scoring et donc travailler sur le développement de nouveaux modèles grâce au quantique et notamment essayer de faire utiliser le maximum de données qui est à disposition des banques sur lesquelles c'est pas suffisant pour mettre sur des modèles actuels, mais grâce au quantique, on commence à en tirer de la valeur et travailler sur l'anticipation de tendance, la détection de crise et la détection de fraude. Donc on a d'ailleurs un partenariat avec d'autres acteurs dans le domaine. Donc nous, Candela, on est un fabricant de matériel. On a la chance aujourd'hui, en fait, avec le quantique, c'est qu'on rabat les cartes. On avait mis un petit peu de côté en Europe le côté on n'est pas des fabricants de processeurs, on n'est pas des fabricants de composants semi-conducteurs, même si on a quelques grands acteurs comme STMicro. Aujourd'hui, on n'est pas du tout capable d'acheter un ordinateur avec des composants STMicro au cœur des processeurs. Avec le quantique, on a encore cette carte à jouer. Nous, c'est le combat qu'on essaie de défendre au niveau européen. On fait de la compétition grâce à des grands acteurs américains qui sont surfinancés. Donc comme Google, comme IBM, mais on a encore une carte à jouer au niveau européen en se disant ok, on a créé une Europe économique, une Europe politique. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas se réveiller en créant une Europe technologique? C'est en tout cas le message qu'on porte, et le quantique est une opportunité pour créer une nouvelle filière, un petit peu comme on pourrait créer le Airbus. Un nouvel Airbus, mais dans le secteur des technologies. Et donc là, c'est une chance, c'est une opportunité qu'on devrait saisir, et c'est le message qu'on porte, pour pouvoir dire, en 2030, on peut reprendre le contrôle sur notre souveraineté technologique, sur les processeurs, sur les supports sur lesquels on va pouvoir faire les calculs. Donc là, il y a vraiment une carte à jouer. Quand on dit maintenant l'IA c'est fini, tous les processeurs, tous les composants sont américains, tous les modèles performants sont américains, à ce jour peut-être, mais en fait on est toujours en constante évolution, constante construction des modèles, constante construction et développement des technologies, et l'Europe n'a encore peut-être un avenir à jouer sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, vous parliez de non-alignés. Nous, c'est aussi nos stratégies à Candela. On a évidemment le cœur de nos équipes qui sont basées en France, mais on a développé cette stratégie d'avoir des filiales en Allemagne, au Canada, en Corée du Sud, pour en fait porter ce message de dire ce n'est pas que les États-Unis et la Chine, mais il y a aussi une place à prendre pour les gens
et les pays qui veulent en fait participer à ce développement sans forcément avoir à choisir entre l'un ou l'autre. Asma Mala, vous êtes d'accord? Effectivement, la révolution. J'ai une question parce que c'est passionnant ce qu'il dit. Et j'adorerais qu'on ait que des startups et des boîtes comme ça avec ce. Mais en tout cas, le quantique, c'est une opportunité très forte pour l'Europe de le se quantique, développer d'un point de vue technologique et de peser. C'était un des coups d'après à jouer et je trouve d'ailleurs qu'il n'est pas assez soutenu globalement en termes de chaîne industrielle. Comme, enfin, c'est pas à faire des discours sur une start-up tous les cas. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est des filières à structurer. On est très bon dans le cyber, par exemple aussi. Notre filière, c'est assez structuré. Donc aussi, il faut être très vigilant sur le bashing permanent. Il y a des choses qui se passent bien et qu'il faut aussi publiciser et visibiliser. Non, j'ai juste une question. Je suis pas sûre d'avoir juste saisi. Dans ton modèle, tu t'affranchis des puces Nvidia ou tu es quand même sur des dépendances technologiques sur ton infra? Alors non, on redéveloppe des processeurs quantiques. On a des fabs de semi-conducteurs en France et en fait on fabrique des composants qui sont des équivalents d'Nvidia pour du calcul quantique. Nvidia aujourd'hui, voilà. Donc par contre, on va pas faire compétition sur les cartes GPU. On couplera sûrement nos composants à ceux de Nvidia, mais le calcul quantique se fait sur le matériel Candela qui a été développé dans les laboratoires parisiens du CNRS et qu'on essaye de pousser, de mettre sur le marché. Et donc tu as un peu un cas réussi de partenariat public-privé, c'est-à-dire on recommence par la recherche fondamentale. Exactement. Ouais, mais parce que ça, tu vois, c'est à échelle industrielle, on a du mal. Hein. Mais comme quoi, c'est possible. C'est possible et d'ailleurs les laboratoires de Google, les laboratoires d'IBM, en fait, ils vont juste chercher dans les universités. Oui, non, bien sûr, oui. Donc, c'est le modèle. Nous, on le fait, mais en mode sans grands acteurs, mais en se disant, le modèle de financement privé qu'on a des startups, mais non, c'est possible. Et il y a une carte à jouer et il faut la jouer. Et ce que j'aimerais aussi. Mais est-ce que vous vous sentez assez soutenu aujourd'hui, puisque vous insistez beaucoup sur cette question de carte à jouer Jusqu'à maintenant, on a été soutenu. Maintenant, le grand manque, le grand problème en Europe et en France, c'est comment est-ce qu'on passe l'étape après la série A, la série B du financement. Comment est-ce qu'on passe l'étape de l'industrialisation pour pouvoir accélérer. C'est-à-dire, start-up, c'est très bien, on en a beaucoup d'exemples en France. Scale-up, on en a beaucoup. Là, de l'industrialisation. Et donc, c'est le passage à la scale-up qui va être difficile et sur lequel on doit trouver les solutions. Et ce que je voulais dire sur l'avenir de l'IA, et juste aussi, ça va être important d'en être bien conscient, vous avez dit, tout va aller plus vite, on va être plus efficace avec l'IA. C'est aussi vrai pour les gens qui vont nous attaquer et qui vont mettre en péril nos modèles. Et ça, je pense que nous, on doit vraiment aussi s'y préparer. C'est peut-être aussi... Benoît Jouffret sur la cybersécurité, et puis après Eric Salaubière, vous voulez réagir. La cybersécurité est intrinsèquement une course entre, alors je ne vais pas dire le lièvre et la tortue, voilà, mais en tout cas, il y a une course permanente entre l'attaquant et l'attaqué. Quand vous regardez les grandes phases de l'histoire, il y a eu des moments où c'était l'attaquant qui était plutôt gagnant, de l'autre côté, c'était plutôt le défenseur, mais c'est une course permanente. Et pour revenir à ce que disait aussi Asma, je pense qu'il faut vraiment être fier de nos compétences en matière de cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux défis autour de l'intelligence artificielle. Encore une fois, il y a vraiment des nouvelles menaces, ce qu'on appelle les attaques par inférence, le fait d'avoir dans des réseaux de neurones des portes dérobées, ce qu'on appelle en anglais des backdoors, etc. Comment on se prémunit de ça, comment on s'assure que le réseau en fait donne bien le résultat qu'il attend dans tous les cas. Voilà, quand j'injecte une certaine routine, à ce moment-là, j'ai un résultat qui permet de disrupter en fait le réseau de neurones. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Et un point que je voulais donner aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, en disant on devient un phénomène de vassalisation par rapport aux États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui sur ces sujets-là sont un de nos principaux marchés. C'est-à-dire les États-Unis achètent de la technologie européenne dans les domaines de la cybersécurité. Et notamment, puisque nous sommes aujourd'hui avec cette tagline de paiement made in France, etc., notamment les banques américaines achètent des technologies qui sont développées par nos équipes. Eric Salaubière. Merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il faut effectivement faire le deuil d'avoir un stack complet
de technologie qui soit européenne. Il y a des batailles qui sont perdues. La question, on n'a pas beaucoup de moyens, on le disait lors de la table ronde précédente, la question c'est comment est-ce qu'on choisit nos batailles et comment on investit sur les technologies sur lesquelles, on n'a pas en face une concurrence frontale qui nous a largement dépassé, et deux, qui sont des technologies signifiantes. Je pense que trop souvent, on fait ce que Peter Thiel appelle du spray and pray, c'est-à-dire on investit un peu partout, on espère qu'il y a un truc qui pousse, mais en fait, cette stratégie-là, elle fonctionne pas tellement. Et en fait, ce qui fonctionne bien, c'est effectivement d'identifier qui capte la valeur. Et ça, je pense que les grandes entreprises de la tech américaine sont très douées pour repérer où va se trouver la valeur. Est-ce qu'elle est dans l'infra? Est-ce qu'elle est dans le soft ou dans l'algo? Est-ce qu'elle est dans la donnée? Et chaque fois, ils vont être capables de se positionner au bon endroit. Et nous, on a souvent l'impression que parce qu'on utilise même des entreprises qui utilisent très massivement l'intelligence artificielle, pour beaucoup, par exemple, ça se fait à travers des licences d'IA générative. Ces licences d'IA générative, elles font gagner beaucoup de temps à chaque collaborateur, mais nous, on appelle ça dog time. C'est le temps pour promener les chiens pendant que vous êtes en télétravail, mais ça ne fait pas gagner d'argent à la boîte. Et ça pose un vrai problème en termes de performance. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on identifie ces domaines, et je pense qu'effectivement le quantique en fait partie, certaines infra en font partie, la cyber en fait partie, sur lesquels il faudrait qu'on accepte de faire ce que font certains pays dits Startup Nation, c'est-à-dire d'investir massivement, notamment pour le troisième tour de financement à partir de 100 millions. Effectivement, quand on discute avec des gens comme Mistral, ils disent au-delà d'1 milliard, on a du mal à trouver du monde. Et les Américains investissent pas en Europe et les Européens n'ont pas les moyens d'investir. Donc je pense que c'est là qu'il faut que sur ce niveau d'investissement-là et sur ces thématiques-là qu'il faut qu'on centre la totalité de notre attention. Je voulais rebondir sur un des freins potentiels au développement de l'intelligence artificielle que vous évoquiez tout à l'heure, Benoît Jouffret, c'est son coût environnemental. Il y a eu un rapport récent du Shift Project qui le chiffre. Est-ce que pour vous, donc, c'est un frein majeur, potentiel, où vous situez le risque aujourd'hui, Benoît Jouffret, dans le développement de l'intelligence artificielle? Je vais me répéter. Je pense que c'est, enfin en tout cas de mon point de vue, un des 3 freins majeurs au succès de l'intelligence artificielle. Vous avez cité le rapport du Shift Project, que je vous invite à consulter. C'est un rapport récent qui est sorti le 1er octobre, en date du 1er octobre. Et en fait, dedans, vous trouvez quelques données intéressantes. Par exemple, 20% de la consommation électrique de l'Irlande est destinée à des centres de données. Alors, c'est pas que pour un usage de centres de données, en fait, pour l'Irlande, mais il y a des centres de données, des GAFAM, qui sont installés en Irlande, et ça représente à peu près 20%. Je crois qu'aux Pays-Bas, c'est de l'ordre de 30%. Et le problème, en fait, c'est qu'à un moment donné, les Pays-Bas ont commencé à se dire, attendez, parce que la courbe de croissance nous amène à 70% à l'horizon de quelques décennies. Là, c'est plus tenable. Est-ce qu'on est prêt à faire ces arbitrages? Est-ce qu'on est prêt à dire... eh bien, à nos citoyens, écoutez, là, attendez, on va couper l'électricité entre 20h et 23h parce qu'on a besoin de faire tourner les centres de données. Est-ce qu'on est capable de dire, on va fermer l'eau entre telle heure et telle heure parce qu'on a besoin de refroidir les centres de données? C'est pas tenable. Donc, en fait, je pense il faut en être conscient. D'ailleurs, ça commence à poindre quand vous regardez, en fait, ce que les Amazon, etc., disent en fait sur la bulle liée à l'IA. Une des raisons est celle-là. C'est-à-dire, ils disent, on ne sera pas capable de suivre en fait la tendance au niveau consommation énergétique. Alors, quelle réponse face à ça? Alors, il ne faut pas dire on va arrêter. Ça veut dire simplement de se dire on va peut-être le faire un peu différemment. Et on rejoint en fait certaines notions que Valérian mentionnait sur la frugalité, sur la manière dont on va utiliser. Est-ce qu'on a vraiment besoin, dans tous les cas, d'utiliser de l'IA générative? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser le plus gros modèle disponible sur le marché pour faire ce cas d'usage-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller le rapatrier en local? Est-ce que je peux pas le faire en fait en bout de chaîne, à the edge, comme on dit? Et là, on a un savoir-faire autour de ça. Par exemple, on travaille notamment dans le domaine de la carte à puce. On a été capable de mettre des réseaux de neurones dans une carte à puce. On va me dire, ça paraît bizarre. Je ne vais pas vous dire small is beautiful, mais ça marche. On est capable d'y arriver. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de pistes, un certain nombre de règles, d'ailleurs en ligne avec ce qui a été édicté au niveau du RGESN, donc le Règlement général d'éco-conception des services numériques. Et je pense que c'est une pratique à avoir, mais il faut rester conscient de cet impact environnemental qui, pour moi, est fondamental. C'est une réalité que vous prenez en compte, réalité environnementale, Valérian?
Oui, alors effectivement, nous, on essaye de le faire au niveau de la conception du matériel, d'avoir des machines qui vont consommer très peu d'énergie. Juste pour dire, il y a un mois, on a déployé des ordinateurs quantiques dans les centres de calcul du CEA, donc à 1 heure de Paris, et ils consomment très peu d'énergie. Les 2 racks, c'est que 5 kW, c'est très peu d'énergie parce qu'on utilise des technologies très frugales. Ça va permettre effectivement de déployer des applications avec une très faible consommation d'énergie. Après, je vais être réaliste, l'histoire nous apprend qu'il y a quand même toujours des effets rebonds, que même si on diminue la consommation d'énergie, on va multiplier par 10 le nombre d'applications qui vont tourner dessus, et finalement, en somme pour tout, on augmente quand même la consommation. Il y a un paradoxe là-dessus, et je n'arrive pas forcément à trouver la solution. Je vois les nouvelles générations qui sont vraiment en train d'être biberonnés à l'intelligence artificielle et ils vont pas avoir ce réflexe de frugalité. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à des quotas d'énergie ou à des choses comme ça. Moi, honnêtement, c'est une vraie équation sur laquelle j'ai pas la solution. En tant que fabricant, en tant que technologue, on arrive à diminuer la consommation, mais derrière, ça fait juste multiplier les usages. Asma, je crois que les Chinois sont plutôt en avance, non, sur ce développement d'une intelligence artificielle qui est plus frugale, peut-être un peu moins chère par rapport aux Américains. Ils travaillent beaucoup sur ce modèle-là. Oui, alors sur la question énergétique, c'est pas mon champ d'expertise immédiat, sauf que, à ceci près que ceux qui sont en train de beaucoup travailler sur la question, c'est les géants technologiques eux-mêmes. Et donc, autant vous dire qu'ils sont parfaitement conscients de la finitude, pas pour des questions d'ailleurs climatiques ou morales ou je ne sais quoi, mais pour des questions de business. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions. Et donc, c'est intéressant de voir où est-ce qu'ils sont en train, en parlant de coup d'après, où est-ce qu'ils sont en train d'investir donc dans la fusion nucléaire pour à long terme, sur aujourd'hui des centrales nucléaires qui sont en train de réhabiliter pour Microsoft. Donc, la question de Mars n'est pas totalement étrangère à ça, dans l'esprit halluciné de Elon Musk, etc. Donc, il y a un vrai sujet des géants technologiques américains qui sont un peu pharmacones, qui sont un peu le poison et le remède à la fois. En tout cas, dans une vision très solutionniste, donc toute chose étant égale par ailleurs, ils travaillent déjà sur le sujet. Et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'ils y arrivent. Sincèrement, si on met de côté un peu toutes les idéologies et les machins, il n'est pas du tout impossible qu'ils arrivent à fermer la quadrature de leur propre cercle. Donc ça, c'est pour la question américaine. Pour la question chinoise, en janvier dernier, donc est sorti le fameux DeepSeek là, qui était l'alternative chinoise de ChatGPT de OpenAI. Et la promesse, d'ailleurs, c'était justement une des promesses, c'était green, frugal et open source, qui est en fait l'antithèse parfaite du modèle américain. Et donc, dans la rivalité géostratégique qu'on évoquait tout à l'heure, États-Unis-Chine, ce n'est pas simplement que deux qui se battent. Il y a aussi une guerre des récits, ou en tout cas des visions du monde. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'à la COP, il y avait qui il n'y avait pas, plus exactement. Donald Trump n'y était pas, mais Xi Jinping y était, je crois. Et surtout, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui se pose aujourd'hui comme le contre-récit ou le contre-modèle potentiellement de Trump et potentiellement d'ailleurs présidentiable pour 2028. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il est aussi très possible de travailler à hauteur. Je me resitue au niveau d'analyse un peu méta qui sont les miens. On peut très bien travailler Europe avec des États, type la Californie. On n'est pas condamné à n'avoir que Donald Trump comme interlocuteur. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur la question de l'alternative, moi, ce qui m'a beaucoup sidéré quand l'application chinoise est sortie, c'est que, et tu évoquais le CEA, c'est qu'on l'avait, nous, au CEA. On l'avait. Une application, enfin, en tout cas, un modèle d'IA, frugal, open source, et peu consommateur, et avec la dimension climatique ou écologique dans son ADN. Et je n'ai jamais compris, quand on parle de soutien politique, je n'ai jamais compris pourquoi nos chercheurs, nos solutions, que j'ai vues de mes yeux, les chercheurs, je leur ai parlé quelques mois auparavant, pourquoi DeepSeek n'était pas européen ?
pourquoi la guerre des récits, ce n'est pas l'Europe qui l'a menée, ou la bataille, ou ce que vous voulez, si la guerre c'est trop fort pour vous, mais le contre-modèle, le contre-récit n'était pas européen, alors qu'on l'avait, qu'on travaille dessus, qu'on a des chercheurs qui travaillent dessus, et dans des conditions financières, mais lamentables. Tu parles, c'est Hugging Face, c'est ça? Non, vraiment, au CEA de Saclay, on a vraiment des équipes qui bossaient là-dessus. Tu vois, vraiment, et avec ils nous avaient montré les slides, pas que Hugging Face, non, pas du tout. C'est un modèle qui a été entraîné sur les HPC de France. Ouais. Oui, tout à fait. Et après, qui est parti à New York. Mais on les a. Et donc, on revient à ce que Valérian pointait très justement, la scalabilité, les allers-retours publics-privés, la question aussi peut-être de l'unification des marchés de capitaux pour nous en Europe, pour qu'on arrive justement à faire suivre. Il y a aussi un enjeu dont on parle pas, dont on n'a pas parlé aujourd'hui en tout cas, c'est la question de la culturelle. On est fondamentalement risque averse. On est averse au risque. Donc, tu as une frilosité permanente de prendre des risques. Or, votre héroïne ne sera à hauteur du risque que vous prenez. Si vous faites de la papa et de la prudence, votre héroïne sera papa et prudent. C'est logique, c'est arithmétique, hein, c'est pas magique ce que je suis en train de dire. Donc à un moment donné, il faut aussi être un tout petit peu logique. Et je reviens toujours à ma marotte, je suis moi sidérée du manque de soutien politique à nos chercheurs, à nos centres, puisqu'on les avait. Ce qu'a fait DeepSeek, c'était pas big deal, c'était pas énorme. Donc on aurait pu le faire et on aurait pu tenir le contre-récit géopolitique sur ces questions-là. Donc sur la question climatique, par exemple, on avait un coup à jouer. D'ailleurs, par parenthèse, c'est juste ce que raconte Mario Draghi dans son rapport sur la souveraineté technologique européenne, qui est resté, à part des éléments de langage, qui est resté dans un bout de tiroir chez je ne sais qui. Rapport dont on parlait effectivement ce matin, les 800 milliards à investir, notamment effectivement dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc on peut le faire, mais il faut un peu de volonté politique. On ne manque pas de volonté de terrain, on ne manque pas de chercheurs. On va conclure. Éric Salobir, vous vouliez réagir. Juste un lien effectivement avec le panel précédent, parce que la mère de toutes les batailles, c'est quand même le financement. Il y a une question de volonté politique, mais quand on regarde la frugalité de moyens mis par DeepSeek en Chine, c'est vraiment la toute dernière couche, mais derrière, en fait, c'est peut-être le premier grand projet pour lesquels aucun des chercheurs principaux, si vous regardez leur CV, n'a fait ses études aux États-Unis ou ne travaillait avant chez Google ou autre. Donc en fait, ils ont été capables de développer leur propre stack et maintenant, il faut reconnaître qu'ils sont quand même un peu meilleurs que nous, on va pas se mentir. Donc moi, c'est cette question-là. Après, moi, sur cette question environnementale, je suis un peu tiraillé entre d'un côté le fait, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, et ce que disait aussi Valérian, sur le fait que c'est, comment dire, ça apporte du business. La frugalité, c'est le Graal. Parce que celui qui serait capable de faire tourner une IA, je ne peux pas dire entièrement, mais on the edge, c'est-à-dire sur votre téléphone, il aura à la fois la frugalité, puisque ça consommera très peu d'énergie, et en même temps la sécurité, puisque tout sera sur le téléphone et que rien ne sera sur les serveurs. Donc effectivement, c'est ce que tous cherchent, et je pense que les Américains vont y arriver avant nous. Ça, c'est clair. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait que chaque fois qu'on a une technologie comme ça qui est mise à disposition, l'humain fait qu'on va l'utiliser sans discernement. Et quand on voit qu'effectivement, ChatGPT est en train de devenir, et c'est un peu ce que dit Sam Altman, l'operating system, donc en fait la base en fait du fonctionnement pour toute la nouvelle génération, ils n'iront plus jamais sur tout le reste. Les agents IA vont faire qu'ils passeront uniquement par une IA. Ils auront un assistant qui va traiter leur relation avec tout le reste. Et ça, effectivement, c'est extrêmement consommateur de valeur et d'énergie. Donc pour moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se positionne si on veut avoir une chance de gagner un peu la bataille dont on parlait tout à l'heure. Benoît Jouffret, petit mot de conclusion à votre tour, et Valérian aussi. Oui, alors 3 points. Le premier, en fait, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Éric sur le rapport entre cybersécurité et frugalité. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez, à partir du moment, il ne faut pas opposer les deux. À partir du moment où vous êtes frugal, vous avez une surface d'attaque qui, par essence, en fait, peut être plus faible, et donc c'est bon d'un point de vue cybersécurité. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Et après, 2 remarques, en fait, puisqu'on a beaucoup évoqué les freins en Europe, etc. D'un point de vue de l'entreprise, je dirais, ça a déjà été évoqué dans le panel précédent, la complexité de la réglementation. Je suis depuis très très longtemps ce qui se passe au niveau de l'AI Act, avec beaucoup de discussions avec la Commission européenne, etc. Et pour vous donner une idée, en fait, l'AI Act est sorti, mais il y a eu même des rapports qui étaient plus longs que l'acte lui-même pour expliquer ce que l'acte, en fait, voulait dire, en fait. Et uniquement sur un des sujets de l'acte.
En fait, donc c'est extrêmement complexe. Donc c'est un petit appel à la simplification de ce point de vue-là. Et le dernier point, j'ai opposé au départ, quand j'ai reparlé de ce qu'était l'IA de la connaissance et l'IA des données. On a peu parlé des données, mais en fait, la facilitation de l'accès aux données est absolument essentielle. Pour entraîner un petit modèle comme celui de DeepSeek, qui fonctionne par ce qu'on appelle distillation, un réseau de neurones, en fait, c'est un approximateur universel. Il est capable, en fait, si vous voulez, d'approximer quelque chose qu'on lui donne, au facteur que vous voulez. Vous avez besoin, au départ, d'avoir quand même des grands modèles massifs de langage sur lesquels il peut se caler, en fait. Mais pour que ceci soit efficace, il faut de la donnée. Et en fait, l'accès à la donnée en Europe n'est pas du tout le même que celle que vous avez aux États-Unis ou en Asie. Valérian, ils sont en réflexion sur le sujet. Oui. Alors très rapidement, moi, juste par rapport à tout ce qu'on a dit, le constat, c'est qu'on est en train de rentrer dans un nouveau siècle technologique sur lequel on va découvrir à quel point ça va être nouveau, à quel point ça va aller vite. Je pense que on est au début de cette nouvelle vague d'IA. L'IA, on a dit que ça existait depuis longtemps. Les modèles hors GenAI, on commence à les utiliser depuis longtemps, d'abord dans la défense. Maintenant, le GenAI est utilisé par tout le monde. Mais il va y avoir aussi encore de nouvelles intelligences artificielles qui sont en train d'arriver. Le quantique va être une brique technologique qui va permettre l'émergence de ça. Et vraiment, moi, je pense que d'ici la fin de la décennie, le quantique, ça va devenir un nouvel outil de production qui va apporter de la valeur économique forte pour ceux qui seront capables de maîtriser cette technologie. Et là, il y a un vrai sujet. Les années à venir vont être palpitantes. Tout est à écrire. Il ne faut pas être dans le constat défaitiste. Et maintenant, je pense qu'il y a aussi énormément d'opportunités à construire. Ne pas être regardé dans le passé, dans ce qu'on a loupé, mais regarder dans quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Merci beaucoup pour cette conclusion plutôt optimiste. Et c'était passionnant cette discussion. Merci. Merci à tous les quatre d'être venus. Je vous souhaite à tous une bonne pause déjeuner. On se retrouve tout à l'heure à partir de 14h ici pour débattre plus des enjeux autour de la filière paiement. À tout à l'heure.